Bonjour et bienvenue à C'est sur la route, l'émission qui vous fait découvrir votre région, Vaudreuil-Soulanges. Premièrement, je fais le tour du monde grâce aux prestations musicales de l'OVS. Je me transforme en soldat au lieu historique national à Coteau-du-Lac et j'apprends des pas de danse au Quai Prix-de-Loup. Mais tout d'abord, visitons les ruches d'abeilles de la ferme Les Petits Écarts. On est à la ferme Les Petits Écarts de Pointe-Fortune. On va visiter une ruche d'abeilles et une plantation d'argousiers. Allons rejoindre Éric Bélanger, le propriétaire de la ferme Les Petits Écarts. Salut. Bonjour. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes ici dans la région? On est établi depuis 2009 et on a la terre ici depuis 2013 dans le fond. Puis on fait la production de ruches, de miel et la production d'argousiers. Puis ça, le miel et l'argousier, vous vendez ça où? On en vend à la ferme évidemment, sinon on fait aussi la distribution dans plusieurs marchés de la région. Puis on fait les marchés publics également. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite guidée? Oui, bien sûr. Allons-y. OK. Ça n'a pas l'air tant épais comme tissu. Est-ce que les abeilles peuvent piquer à travers ça? C'est quand même assez épais, mais oui, ils peuvent. Quand on est un petit peu penché dans certains angles, ils sont capables de piquer. Allons-y, allons voir ce que les ruches nous réservent. On s'en va où, là? On s'en va vers d'autres ruches. Ici, on en a qui ont du miel qui est prêt à récolter. Ce qu'on va retrouver ici, c'est une demi-hausse. Donc, c'est pas une hausse complète. C'est du miel en rayon. Donc, ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est la cire et le miel qui vont être vendus directement comme ça aux consommateurs sans être mis en pot. Bonjour, vous allez bien? Moi aussi, merci. Vous mettez pas de gants? Non, je mets pas de gants. C'est plus facile de travailler dans les ruches, puis on fait plus attention à elles dans ce temps-là. Donc ça, ici, ce qu'on voit, c'est un cadre qui a été bien operculé. Il manque un peu de miel ici, mais on va être capable de quand même couper cette partie-là pour le mettre en rayon pour le vendre. Okay, mais vous dites que vous coupez cette partie-là. C'est comment les abeilles font ces alvéoles-là? Ils vont prendre du miel dans le fond. Le miel va être consommé, puis ils vont être capables de faire une sécrétion de cire à partir de ce moment-là. Le ratio, c'est à peu près 8 à 10 kg de miel pour faire 1 kg de cire. Fait que tu vois le petit reluisant qu'il y a dans les alvéoles? Ouais. Tout le petit reluisant, c'est du miel dans le fond qu'on voit là. Les espèces de trucs là, c'est quoi? Donc ici, c'est du miel, puis ici, c'est du couvain. Fait que ça est à veille d'éclore. On voit même une petite abeille ici qui est en train d'éclore. Si t'es capable de zoomer. Juste ici, sur le dessus, c'est une jeune abeille. On voit qu'elle est beaucoup plus pâle que les autres abeilles autour. Ça prend combien de temps, juste une abeille pour naître? Ça peut prendre quand même pas mal de temps avant que l'abeille naisse. On en a une ici qui est en train de sortir de l'alvéole tout doucement. Il faut qu'elle travaille assez fort pour réussir. Tant qu'elle n'est pas capable de sortir, elle va continuer à manger l'alvéole autour jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de sortir. La reine est juste ici. On la voit qui se promène. Elle regarde tout le temps dans les alvéoles pour essayer de trouver où qu'elle peut pondre. Une reine, ça peut combien d'œufs par jour, ça? La reine, dans les températures optimales, est capable de pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Ça veut dire un cadre comme ça des deux côtés. Les abeilles vont prendre une vingtaine de jours avant de naître. Puis c'est quoi la probabilité qu'une reine, ça naisse? Tu sais, ils viennent de où? C'est quoi la différence entre une abeille normale et une reine? Dans le fond, la différence entre une abeille et une reine, c'est que la reine va avoir eu ce qu'on appelle de la gelée royale. La gelée royale, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à la reine de transformer l'abeille de transformer tout son métabolisme et de devenir une reine. Ça fâche pas quand tu fais ça, les frapper le morceau de bois sur le sol? C'est pour ça que j'en fumais en premier. Vous parlez au courant de l'hiver. Durant l'hiver, ça fait quoi une abeille? Au courant de l'hiver, l'abeille
Au courant de l'hiver, l'abeille, dans le fond, elle va tout simplement rester dans la ruche. Les ruches passent de 3, 4, 5 hausses de haut à une hausse seulement. Les plus fortes sont gardées à 2 hausses, mais sinon, sont descendues toutes à une hausse. Puis, on va tout simplement les hiverner en blocs de 4 ruches, comme ils sont ici sur la palette, avec un isolant qu'on appelle un isolant double bulle, qui a un côté en aluminium, ce qui permet de faire refléter la chaleur à l'intérieur. La ruche, même s'il fait moins 40 dehors, elle va être à 30-33 degrés dans la ruche, le centre de la grappe. Puis dès qu'on s'en va vers l'extérieur de la grappe d'abeille, qui est à peu près grosse comme ça en hiver, ça va diminuer la température, on parle de 5 degrés. J'ai entendu dire qu'il y avait des maladies qui sévissaient dans les abeilles. Est-ce que ça affecte toutes les abeilles? Oui, c'est certain qu'il y a des maladies qui sévissent dans les abeilles. Il y a beaucoup de mortalité, malheureusement, sauf qu'on commence un peu à gérer ce qui est maladie un peu mieux. Le parasite principal qu'on retrouve dans les ruches, c'est ce qu'on appelle le varroa. C'est un parasite qui va affecter l'abeille. C'est un peu comme si vous aviez un puceron, la grosseur de votre dos, quasiment dans votre dos, toute la longueur de votre vie. Puis il fait juste se détacher quand il est prêt à aller se reproduire. Donc ça fait une plaie, qui est une plaie ouverte dans le fond, dans le dos de l'abeille. Puis plusieurs maladies peuvent rentrer par là par la suite. Donc une ruche qui est très infectée de ce parasite-là est appelée bien souvent à mourir. Mais dans le fond, en récoltant le miel que les abeilles mettent et accumulent, ça ne nuit pas à leur croissance? Ça dépend comment est-ce qu'on le fait. C'est sûr que si on fait 3-4 récoltes dans la même année, ça serait beaucoup trop dur sur les abeilles. C'est pour ça qu'on favorise faire seulement 2 récoltes de miel par année. On s'assure qu'il y ait toujours un peu de miel pour être capable de survivre. Si ça leur en prend, si ça en prend. Je sais qu'il est possible d'avoir différentes sortes de miel. Il y a le miel régulier, mais il y a aussi du miel de différentes couleurs. C'est quoi le procédé? Dans le fond, ce qui va faire que le miel a différentes couleurs ou différents goûts, ça dépend de l'origine de la fleur dans laquelle ils ont été pollinisés. Par exemple, si on prend du miel de pommier, c'est un miel qui est fait au printemps, à la mi-mai à peu près, quand dans un secteur, il y a énormément de pommiers. Ce qui veut dire en nature ou parfois quand on fait la pollinisation d'un verger de pommiers. Rosalie, t'as été chanceuse de faire la danse latine. Tu pourrais-tu m'apprendre? Ben oui, pas de problème. Allons voir le reportage avant. Je suis avec Josiane Asselin, directrice des loisirs de la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Aujourd'hui, on a un cours de danse sur le quai. D'où est partie cette initiative? Dans le fond, on voulait aménager au départ le quai Brie-de-Loup pour inciter la population à venir sur le site parce qu'on trouve que c'est un site quand même assez exceptionnel. Puis tout ça est dans le but aussi, en lien avec notre plan directeur du Réseau Bleu, de redonner l'accès à nos citoyens aux berges. Par contre, on se pose la question, est-ce que les gens vont s'approprier le lieu? Donc avant d'investir des sommes d'argent, on a décidé de proposer des activités durant l'été pour voir l'intérêt des gens à venir sur le site. Donc on a fait en sorte, durant à peu près 7 mercredis, d'offrir des cours de danse latine au quai Brie-de-Loup. Et également, les samedis, on fait du tai chi en avant-midi. Puis est-ce que c'est une grande demande de la population d'avoir un cours de danse? Pas nécessairement. C'était pas une demande qu'on avait reçue officielle, mais par contre, on était vraiment allé en fonction des attentes que les citoyens peuvent avoir. Donc, en sondant un peu le pouls, mais c'était pas nécessairement des demandes officielles qu'on avait reçues de leur part. Puis au cours de l'année, est-ce que vous pensez exploiter encore le quai? Pour l'instant, c'est vraiment plus en période estivale. De mon côté, avec l'équipe des services communautaires, on va regarder pour la programmation complète de l'année 2016, qu'est-ce qu'on veut proposer dans l'ensemble du territoire Perrault-Damois et évidemment, plus spécifiquement au niveau du quai Brie-de-Loup, qu'est-ce qu'on souhaite amener, oui, l'été prochain, l'été 2016, mais également peut-être l'exploiter à plus grande échelle le reste de l'année. Je suis avec Maxime, professeur de danse. Maxime, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe ici ce soir au quai Brie-de-Loup? On donne un cours de danse sociale internationale. Fait que dans le fond, on essaie de faire un peu tous les styles de danse. Du cha-cha, de la rumba, du triple swing, bachata, salsa, un peu de tango. C'est de la danse en couple, mais on fait aussi un peu de danse en ligne, danse en couple, un mélange des deux. Puis en tant que danseur, c'est quoi ta formation? Moi, j'ai fait de la compétition de danse pendant à peu près 20 ans, sur la scène locale, mais un peu aussi sur la scène nationale, un peu aux États-Unis.
Sinon, j'enseigne aussi pour l'école d'Enza, qui est à Pierrefonds. Ça fait 2 ans que j'enseigne là. Mais sinon, j'ai enseigné pendant à peu près 5 ans, aussi ailleurs, dans les écoles un peu dans la région. Puis toi, ton style de danse, c'est quoi? En anglais, c'est ballroom qu'ils appellent. Fait que je fais tous les styles de danse latine, comme tout ce qui est en couple, dans le fond. Si ça se fait en couple, c'est sûr, je l'ai déjà fait au moins une fois. Ouais. Puis les gens, qu'est-ce que tu penses qu'ils apprécient ici? Ben, c'est sûr, l'endroit, c'est super bien, c'est dehors. Juste le fait d'être en plein air, d'apprécier la musique en plein air, je pense que c'est une activité qui est très populaire cet été. Puis c'est quoi qui est peut-être un peu plus moins avantageux d'être sur un quai? Ben, c'est sûr que c'est sur l'asphalte, là, ça c'est pas l'idéal pour danser, mais quand même, le fait d'être en plein air, je pense que ça compense là, pour l'asphalte, mais les gens y aiment beaucoup. Ouais. Puis est-ce que tu penses revenir l'année prochaine? Oui, j'aimerais ça. C'est vraiment un bel endroit, puis c'est une activité ça fonctionne bien, donc j'aimerais ça revenir l'année prochaine. Sinon, cette année, on peut te retrouver au studio de danse sur le boulevard Saint-Jean. C'est ça, exact. Juste une fois, 2, 3, on tourne. Et... Je suis avec Brenda. Alors, en cette belle soirée, pourquoi es-tu venue prendre un cours de danse? C'est pour apprendre à danser. Et j'aime vraiment ça. Puis, est-ce que les danses latines, c'est quelque chose qui t'intéresse? Ou... ça m'intéresse, puis c'est la première fois que j'en fais. Voilà. Comment tu trouves ton expérience à date? C'est vraiment le fun, puis j'apprends des nouveaux pas. Puis là, t'es la seule cohorte de ton âge, je pense. Comment tu te sens? C'est pas super. On apprend des choses, puis on s'adapte. Tu t'adaptes à quoi? À danser avec des gens qui sont pas qui ont pas mon âge. Est-ce que c'est facile? Non. Pourquoi êtes-vous venu au cours de danse ce soir? Bien, pour me mettre en forme puis voir cet emplacement qui est si beau aussi, par curiosité. Ouais. Puis comment trouvez-vous votre expérience à date? Super, il fait beau, le cours est parfait, la musique est bonne. Alors on se sent en vacances, on se sent comme à Cuba, vraiment. Puis les danses latines, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, comme n'importe quelle danse, quelle mise en forme. Je trouve avec la musique comme ça, c'est toujours plus facile de se mettre en forme. Ça paraît pas, puis on fait de l'exercice en même temps. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue! Je suis vraiment chanceux d'avoir assisté au spectacle. J'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas à autant de talent de la part de l'OVS. Je suis présentement devant l'église Notre-Dame-de-Lorette où le concert Autour du monde en 80 minutes, organisé par l'OVS, a lieu. Voici en quelques images des extraits du concert. Je suis en face de l'église Notre-Dame-de-Lorette, en compagnie de Mme Cadorette. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous nous décrire en détail ce qui se passe dans cette église? Oui, aujourd'hui, nous allons présenter notre concert de fin d'année. Donc, nous faisons un concert au mois de juin à tous les années. Donc, c'est un peu une récapitulation de ce que l'OVS a fait depuis la saison au mois de septembre jusqu'à juin. Nous avons aussi des concerts d'été avec un programme un peu différent, un peu plus léger, que nous présentons dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Vous parlez de l'OVS, est-ce que vous pouvez me décrire davantage ce que c'est? Oui, l'OVS, c'est l'Orchestre à vent du Suroît. Ça fait 14 ans que ça existe et c'est tout d'abord formé de musiciens qui ne sont pas nécessairement des musiciens professionnels. Donc, nous avons des personnes de tous les milieux, de tous les âges, qui ont une formation au moins secondaire et certains, comme moi, ont une maîtrise en musique et qui veulent continuer de jouer de la musique sans nécessairement gagner leur vie avec ça. Je vois ici que vous avez choisi le thème Autour du monde en 80 minutes. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est et pourquoi vous avez choisi ce thème particulier? À chaque année, l'Orchestre à vent du Suroît a un thème. Cette année, c'est le thème Autour du monde en 80 minutes. Donc, l'orchestre vous présente des pièces de différents pays. Donc, nous allons voyager en Afrique, nous allons voyager en Australie, en Irlande, aussi des pièces québécoises. Et puis, c'est notre thème. Et puis, on est très heureux de vous présenter ça cette année. Je suis présentement avec M. Picard, vice-président de l'OVS, qui va nous parler davantage du prix qu'ils ont gagné récemment. On
On a été au Festival des Harmonies et Orchestres symphoniques à Sherbrooke il y a 2 ou 3 semaines de ça. Puis on a eu c'était la première fois qu'on y allait, puis on a eu la surprise et l'agréable surprise de gagner le premier prix dans notre catégorie avec une note de 95 %, très haute distinction des juges. Alors c'était vraiment une surprise, puis un honneur aussi. Ouais. Je suis en présence de Mme Landry. Bonjour, Mme Landry. Bonjour, monsieur. Est-ce que les musiciens ont été à la hauteur de vos attentes aujourd'hui? Je pense que oui. Ils travaillent toujours très, très bien. Puis je suis vraiment gâtée avec eux autres. Ils jouent toujours très bien. Est-ce qu'il y a une pièce que vous trouvez que ça a mieux été et une que ça a moins bien été? Il y a toujours des petits problèmes. On espère que personne est au courant de ça, sauf nous. Mais je pense que Slavia était superbe ce soir. Slavia persiste la dernière. Est-ce qu'il y a eu plus ou moins de gens que le nombre auquel vous attendiez? Non, on ne sait jamais combien de monde on va avoir à nos petits concerts parce que c'est dans une petite église et les gens disent « C'est où ça? » Mais oui, je pense qu'il y en avait du monde aujourd'hui puis on a bien aimé ça. Bien, merci beaucoup. Sada, direction Blockhouse à Coteau-du-Lac. À vos ordres, Capitaine Rosalie. J'ai décidé de m'enrôler dans l'armée. C'est pour ça que je me trouve au lieu historique national à Coteau-du-Lac, où nous allons avoir le droit à une petite visite guidée. Je suis avec Julien, guide-interprète. J'aimerais connaître un peu l'histoire du site. En fait, nous, ici, à Coteau-du-Lac, on a une histoire qui remonte à plusieurs milliers d'années. En fait, les premières personnes qui venaient ici étaient les Premières Nations qui venaient pour faire du portage pour éviter les rapides ou pour pêcher. Ils s'installaient pendant quelques jours ou quelques semaines ici. Mais la partie la plus visible aujourd'hui de l'histoire va remonter à l'époque de la Révolution américaine. Donc, après la conquête, les Britanniques vont faire construire un canal à écluse qui est le premier en Amérique du Nord. Donc, pour permettre de passer les fameux rapides qu'on a juste ici, qu'on peut voir derrière nous. Ensuite, un peu plus tard, pendant la guerre de 1812, on va construire toute la forteresse qu'on peut voir. Donc, on voit encore les remparts qui sont visibles aujourd'hui. Le reste, malheureusement, a disparu avec le temps. Donc, c'est un site archéologique. On va pouvoir justement observer les vestiges de tous les bâtiments qui ont été construits à travers les années et qui, malheureusement, aussi ont été détruits à travers les années. Je dis malheureusement, mais en archéologie, c'est un peu ce qui nous permet de travailler. Donc, c'est les sites qui ont été abandonnés, les forts comme ici, justement. Donc, nous, ici, ce qu'on propose pour nos activités, c'est bien sûr le tour guidé des bâtiments et du jardin archéologique. Mais on nous propose aussi plusieurs activités avec les camps de jour, avec les groupes scolaires. Donc, on a beaucoup de choses qui sont prévues comme ça pour les familles aussi. Mais on a aussi des événements majeurs pendant l'année. Donc, on a la Fête du Canada où on a toujours des feux d'artifice pour justement les gens de la région ou même de plus loin, tous ceux qui voudraient venir nous voir. On a aussi le marché champêtre qui se tient à tous les samedis pour permettre aux gens de venir profiter des produits de la région. Et on a aussi plusieurs activités comme par exemple la journée de l'environnement, ou plutôt la journée des parcs, je devrais dire, qui est une journée à thématique environnement, où là, on va mettre l'accent sur l'aspect nature, parce que si on regarde autour, justement, on voit qu'on est, même si on est au milieu de la ville, on est quand même dans la nature. Donc, c'est pour pouvoir justement profiter de tous ces aspects-là, autant l'aspect social que l'aspect environnemental et l'aspect historique, bien sûr. Puis est-ce que vous êtes ouvert à l'année longue? On est ouvert, nous, de la fête nationale jusqu'à la fête du travail. Donc, c'est pour la période estivale, dans le fond. Et on est ouvert à tous les jours de 10h à 17h. Maintenant, est-ce qu'on peut aller voir ça de plus près, avoir une petite visite guidée? Oui, bien sûr. Allons-y. Là, on se retrouve devant une maquette. Est-ce que c'est la maquette originale du site? En fait, oui, la maquette a été faite dans les années 60 pour représenter comment était le fort à la plus grande période, donc entre 1816 et 1823. Donc, ce qu'on peut voir rapidement, c'est qu'on a le canal à écluse qui, à cette époque-là, avait été élargi à 3,60 m. Donc, c'est pas immense, mais ça reste à l'époque très avantageux. Plus tard, il va être remplacé, mais durant environ 50 ans, ce canal-là va être le meilleur moyen pour traverser les rapides ici.
Et ce qu'on va voir aussi ensuite, c'est qu'on a tout ce qui est les ouvrages de terre qui l'entourent. C'est la partie du fort qui a été construite pendant la guerre de 1812. Donc, on a un bastion tréflé pour les canons. On a des remparts en forme d'étoile pour protéger du côté terrestre. Alors, si jamais l'ennemi s'était venu attaquer pendant la guerre de 1812, on aurait été protégé. On se trouve dans le blockhouse. C'est quoi exactement le blockhouse? En fait, le blockhouse, c'est un bâtiment défensif multi-usage. Dans notre cas ici, par exemple, si on regarde derrière nous, on voit une maquette. Alors, c'est un bâtiment qui va servir dans la défense d'un endroit, mais qu'on va construire rapidement. C'est l'avantage, c'est comme c'est fait en bois, c'est vraiment fait de façon ponctuelle. Et comme ça, on peut faire la défense d'un endroit. Et ensuite, si on décide de poursuivre cette défense-là, généralement, on va remplacer le blockhouse de bois par quelque chose de plus solide, comme une tour martello qui est faite en pierre, qui est un peu la même version, mais justement avec de la pierre. Donc, nous, par exemple, ici, on a une utilité d'entreposage, donc pour la nourriture et pour de la poudre à canon. On a aussi une zone où les soldats peuvent dormir. On peut avoir jusqu'à 200 hommes qui vont dormir dans le bâtiment ici. Et finalement, on a un étage qui sert plus à la défense. Donc, d'après les plans d'origine, il devait y avoir un canon de 24 livres en haut. Le 24 livres, ça s'applique au poids du boulet et non pas au poids du canon. Donc, on tire un boulet qui pèse environ un peu plus de 10 kilos. Donc, c'est quand même des très bonnes pièces d'artillerie. Par contre, on ne sait pas si ça a été installé, parce que quand on a fait des fouilles archéologiques après la destruction du bâtiment, on n'a rien trouvé qui laissait entendre que le rail pour déplacer le canon avait été placé. Donc là, je suis en uniforme, puis j'aimerais savoir c'est quoi que je dois faire avec cet uniforme-là. Quel travail? En fait, l'uniforme que vous portez, c'est l'uniforme de l'artillerie royale. Donc, c'est un régiment qui était venu ici. C'est ceux qui s'occupent des canons, généralement. Donc, la raison pour laquelle il est plus foncé, parce qu'on voit toujours les Britanniques avec un uniforme rouge brillant, une belle couleur qu'on voit de loin, mais le plus foncé est beaucoup moins salissant. Donc, pour éviter d'avoir des taches noires sur notre uniforme, on portait un uniforme foncé comme ça. Alors, vous allez devoir vous occuper des canons. Heureusement pour vous, vous allez avoir une paye légèrement supérieure à un soldat régulier parce que j'imagine que vous savez lire, écrire et compter. Excellent. Par contre, c'est possible que vous deveniez sourd plus vite qu'un soldat régulier. C'est les risques du métier. Mais au moins, vous serez mieux payé pour compenser. Voilà, c'est déjà tout. On vous attend la semaine prochaine pour d'autres reportages sur votre région.